BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquédec. Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto, soyez les bienvenus. Le paiement en crypto demain bientôt disponible pour le grand public sans passer par une plateforme d'investissement. Eh bien, il sera bientôt possible de transférer le stablecoin USDT via la messagerie instantanée Telegram. Enfin, un casino décentralisé accusé d'avoir potentiellement volé 35 millions de dollars à ses utilisateurs. On fera le point là-dessus dans quelques instants avec Lilian Aliaga qui est avec nous. Bonjour Lilian. Bonjour Amaury. Journaliste chez Cryptost. J'accueille aussi avec plaisir Yves Chouefati. Bonjour Yves. Bonjour Amaury. Président fondateur de Tobam. Avec vous, bien sûr, on reviendra un petit peu sur le halving. J'aimerais avoir votre sentiment sur où est-ce qu'on en est dans ce cycle de marché. Et puis on verra si, selon vous, l'or est plus rare que le Bitcoin, ou alors l'inverse, le Bitcoin serait-il peut-être plus rare que l'or? Mais d'abord, un point technique sur la situation. Nous sommes en ligne avec Vincent Gann, analyste financier indépendant. Bonjour Vincent. Bonjour Amaury, bonjour à tous. Vincent, le halving de Bitcoin donc a eu lieu il y a 4 jours, le 4e halving. On est passé il y a quelques minutes en dessous des 66 000 dollars. On est à plus 4% environ sur une semaine. Et on est très légèrement dans le rouge sur 24 heures, tendance indécise. Je le rappelle, le nouveau record du Bitcoin est à 73 000 dollars. Où va-t-on, Vincent, à 4 jours du halving? Est-ce qu'on latéralise, on monte, on descend? Quels sont vos points d'analyse technique? Alors, belle synthèse, cher Amaury, pour commencer. Alors, effectivement, c'est la question que tout le monde se pose depuis samedi, en fait, même depuis la fin de la semaine dernière, depuis jeudi, vendredi. La question que se posent les analystes techniques, c'est est-ce que le cours du Bitcoin a trouvé enfin entre guillemets, son point bas vendredi sur le double test réussi du support à 60 000 dollars. Alors, quand je dis enfin, il ne faut pas non plus exagérer, mais effectivement, les baisses sont toujours plus impressionnantes et depuis ce nouveau record historique dont vous avez parlé, qui a été inscrit un peu au-dessus des 73 500 dollars, peut-être même 74 000 sur le contrat futur mi-mars, bien le cours du Bitcoin a perdu 20%. Alors désormais, le 4e halving est passé. Et puis, alors moi, j'ai pu lire quelques articles qui passent. Vous voyez, le halving était déjà intégré dans les cours. Il ne s'est rien produit, mais c'est allé un peu vite en besogne. Alors déjà, tout d'abord, Bitcoin, depuis la mi-mars, il est autour de son ancien record historique. Historiquement, à chaque fois qu'il s'y présente, il propose des corrections de 15 à 30. Là, moins 20, on reste dans les standards. Plusieurs remarques. Je vais essayer de répondre à la question. Est-ce que le point bas s'est fait sur les 60 000 dollars? Alors, tout d'abord, effectivement, le halving a eu lieu. Voilà, très bien, l'offre est réduite. Maintenant, on ne parle plus de l'offre, on regarde à nouveau la demande. Moi, ce que j'observe déjà, c'est que depuis la mi-mars, concrètement, pour une partie très importante de la demande, qui sont les ETF, notamment les ETF Bitcoin Spot américains, même s'il n'y a pas que ceux des États-Unis, eh bien les capitaux ils sont globalement restés investis. Donc il n'y a pas de cette correction de 20%, c'est pas traduite par des outflows majeurs. Ensuite, par rapport à ce halving, il ne fallait pas attendre ni ce samedi ni dimanche, dernier, une envolée du cours du BTC, puisqu'en fait, il n'a jamais fait ça au moment de son halving. Le vrai décollage, alors statistiquement, encore une fois, statistiquement, c'est basé sur 3 halvings, 4 maintenant, mais on avait des stats sur les 3 derniers halvings, donc c'est pas énorme, depuis 15 ans. Il n'a jamais décollé jour J, il n'a même jamais décollé, il ne s'est même jamais envolé dans la semaine qui suit, mais plutôt à partir de 80 à 100 jours après. Donc ce qui nous emmène vers juin, juillet, peut-être un moment où on aura davantage de confirmations aussi sur les Alors à chaque US, fois, Vincent, il a décollé un petit peu. Il a décollé un petit peu plus tard, mais est-ce que dans les précédents, il a corrigé après le halving? Alors, c'est effectivement une bonne question. Il n'y a pas eu ni de drop, ni de pump important. Voilà, il y a pu avoir une petite baisse, une petite correction, mais il n'y a pas eu de drop de 40%, ni d'envolée de 40% dans les 2-3 semaines qu'on suivi. Maintenant, que penser de ce rebond sur les 60 000 dollars, et puis je vais rendre la parole. Effectivement, il y a beaucoup d'outils d'analyse technique qui mettent en avant ce prix des 60 000 dollars comme étant un niveau de support dit majeur, donc un degré important. Maintenant, moi, comme je dis souvent, cher Amaury, tenir un support, c'est bien. Franchir une résistance, c'est mieux. Et comme d'habitude, en analyse technique, on a besoin de franchir une résistance pour pouvoir affirmer que le bottom est bon et définitif à 60 000 dollars. Et cette résistance, elle est juste au-dessus de notre tête. Le marché la teste depuis 24 heures, c'est les 67 000 dollars. Donc voilà, moi, pour conclure, j'aimerais voir un vrai breakout journalier des 67 000 dollars
pour affirmer que Bitcoin reviendra rapidement à 73K. Et la réponse cette semaine, de toute façon, elle sera fondamentale. Tout le monde attend l'inflation US vendredi, donc il va falloir patienter. Ça. Eh bien, on patiente et on espère qu'on aura plus d'éléments de réponse avant la fin de cette semaine. Oui. Merci beaucoup, Vincent Gane, analyste technique indépendant, qui est toujours positif à court terme sur le cours du Bitcoin. Merci Vincent, bonne journée. Dans la continuité de ce qu'on se disait avec Vincent, messieurs, Yves, j'aurais aimé avoir votre avis sur où est-ce qu'on en est dans le cycle, tout simplement. Évidemment, bon là, 4e halving de Bitcoin qui a eu lieu il y a 4 jours maintenant. On a beaucoup dit dans cette émission qu'on était potentiellement en avance sur le cycle, puisque Bitcoin a battu son record historique avant le halving, ce qui n'était jamais arrivé. Mais pour vous, on ne serait pas en avance, on serait en retard. Expliquez-nous. Moi, je suis persuadé qu'on est en retard. Effectivement, il y a quelque chose qui a changé dans le paysage ou dans l'environnement du Bitcoin, c'est le retour de l'inflation. On est au premier halving après le Covid. Et le Covid, c'est quoi ? C'est en fait 30% de perte de pouvoir d'achat de l'euro, du dollar ou du yen. Aujourd'hui, si on recalcule en francs constants, en euros constants, la valeur du Bitcoin, on est en dessous les précédents records. Et effectivement, donc, dans ce cycle, on serait en retard uniquement, entre guillemets, parce que la monnaie, en tout cas, si on prend le dollar se serait dévalué. Donc finalement, pour vous... Le Bitcoin n'est pas à son plus haut pouvoir d'achat. Et est-ce qu'on a un calcul de ça pour vous ? Est-ce que vous avez, par rapport au dollar qu'on est aujourd'hui... Au plus haut du Bitcoin récent, on était à peu près 20% en dessous la parité de pouvoir d'achat du précédent record du Bitcoin. Donc là, on a encore perdu une quinzaine de pourcents, ce qui fait qu'on est en fait 35% en dessous du plus haut. Lilian, est-ce que vous partagez cette analyse ? Je la trouve très intéressante et je vous avoue que je l'avais pas du tout pris en considération, et lorsqu'on a franchi pour la première fois l'ancien record historique, quelqu'un avait sorti cette analyse-là et je m'étais penché dessus, et en effet, ça fait partie de toute manière de la thèse d'investissement de Bitcoin, celle que Yves nous a présentée déjà plusieurs fois sur ce plateau, à savoir que Bitcoin c'est potentiellement un étalon de mesure de la valeur, une réserve de valeur, et on a tendance à essayer de regarder beaucoup ce qui se passe au niveau de l'émission monétaire en dollars, et c'est vrai que finalement, c'est un élément qu'on a tendance à complètement oublier quand on parle du prix du Bitcoin. Et pourtant, si tu regardes le prix du Bitcoin en livre libanaise, ah bah c'est sûr, mais voilà, si tu le regardes en monnaie argentine, ouais. Si tu le regardes en euros, il faut aussi corriger la perte de pouvoir d'achat de l'euro. Et donc pour savoir si on est au plus haut ou pas. Pour vous, Yves, par rapport aux autres cycles, c'est pas qu'on serait on serait pas en avance, mais on serait même en retard. On est en retard, tout à fait. En retard, donc. Aujourd'hui, le Bitcoin n'est pas, quand il était à 73 000 $, il n'était pas à son plus haut niveau de pouvoir d'achat à 73 000 $. Bon, là, on a eu le halving il y a 4 jours. Évidemment, personne n'a le bout de cristal ici, mais c'est toujours intéressant d'essayer de prendre du recul et de voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Pour vous, là, allez, on va dire l'année 2024. Comment vous la voyez, l'année 2024 ? Est-ce que vous êtes là à regarder uniquement le halving et à nous dire, bon, de toute manière, moi je pense que ce qui s'est passé sur les halvings précédents va se répéter ? Ou alors, comme d'autres personnes qui sont venues sur ce plateau, vous nous dites, bon, finalement, le halving, c'est bien, mais c'est plus une célébration qu'un événement, et on regarde plus les événements exogènes qui auront plus d'impact, notamment les ETF, notamment les élections américaines, notamment la potentielle baisse des taux à venir. Comment vous voyez les choses ? Alors, il y a 3 choses au niveau du halving. Il y a d'abord le fait que le halving, en fait, c'est ce qui différencie le Bitcoin des autres monnaies. Les autres monnaies, leurs émissions, elles augmentent sans arrêt. Le Bitcoin, c'est la première monnaie dont le projet contient une diminution des émissions. La rareté du Bitcoin, elle est écrite sur du marbre, elle est gravée sur le marbre. La quantité émise va diminuer sans arrêt tous les 4 ans. Et c'est ça qui fait vraiment la proposition de valeur originale du Bitcoin, c'est le halving. Donc c'est un événement qui se produit tous les 4 ans. C'est un événement qui, en fait, est complètement intégré par le marché. Est-ce que c'est une surprise ? Non, c'est pas une surprise. À quelques heures près, on sait deviner quand aura lieu le premier halving, le prochain halving. Vous qui avez justement du recul dans l'écosystème, vous y êtes depuis 2013, comment expliquer qu'à chaque fois, ça prend plusieurs semaines, voire plusieurs mois au marché pour qu'il se réveille, entre guillemets ? Ce n'est pas une surprise. Le halving, il agit uniquement sur les flux. Si tu as une demande qui est à peu près à un certain équilibre, si systématiquement tu as un certain volume de demande,
Ok, brusquement, tu vas avoir un approvisionnement qui va un peu diminuer. Pourquoi je dis un peu? Parce que ce sont les mineurs qui touchent les émissions. Et les mineurs ne sont pas spontanément vendeurs sur le marché. Ils peuvent thésauriser. Okay. Et le fait qu'ils sont assis sur quelque chose de plus important va faire que ils vont vouloir un prix plus élevé pour vendre leur bitcoin. Donc, quelque part, ils vendront potentiellement plus tard leur bitcoin que précédemment. Voilà. Et il y a aussi, on a vu, on en a parlé ces derniers jours, il y aurait peut-être, pour les mineurs en tout cas à court terme, moins de raisons pour eux de vendre sur ce cycle-là que les cycles précédents, parce que notamment le prix du bitcoin... Alors, ça ne rejoint pas votre premier raisonnement, c'est-à-dire que là, je suis en train de dire que le prix du bitcoin est plus élevé que lors des précédents cycles. En tout cas, là, si on parle que du prix en dollars, je ne parle pas en valeur absolue. En dollars, le prix du bitcoin est plus élevé que lors des précédents cycles. Donc, a priori, il y aurait potentiellement, à court terme, moins de pression vendeuse, en tout cas de la part des mineurs, puisque ils auraient moins de pertes, on va dire, vu que leur chiffre d'affaires est divisé par 2 depuis 4 jours. Finalement, c'est pas pareil quand son chiffre d'affaires est divisé sur un bitcoin à 30 000 qu'un bitcoin à 60 000. Tout à fait. Maintenant, il y a évidemment l'autre côté de l'équation qui est à prendre en compte, c'est la demande, et surtout un média nouveau de demande, qui est le média de l'ETF. Donc d'un côté, on a quelque part une offre qui peu ou prou va se raréfier, pas sur le très court terme, mais sur un rythme de l'ordre du trimestre. La demande, l'offre va se raréfier. Et on a un véhicule de demande qui est nouveau, qui est l'ETF. Lilian, je ne sais pas si on a des chiffres récents sur l'ETF, si on a fait un point là-dessus. En tout cas, je n'ai pas particulièrement suivi sur ces derniers jours, je vous avoue, j'ai un peu décroché des ETF, mais il y a un élément... Vous êtes venu nous parler d'autre chose, je le précise, mais voilà, je pose la question. Exactement, mais il y a quand même un élément, si je devais rajouter ça, c'est Vincent Gane qui l'a précisé tout à l'heure. Lors de cette récente correction, on s'attendait un petit peu on attendait impatiemment la réouverture des marchés le lundi pour voir comment allaient se comporter les acteurs institutionnels, les gestionnaires d'actifs. Et ça a été intéressant de voir qu'ils n'étaient pas du tout vendeurs. Alors il y avait des flots qui étaient neutres, qui étaient quasiment nuls pour certains de ces ETF, mais on n'a pas vu de flots vendeurs. Et ça c'est intéressant, c'est que cette correction, pour eux, c'était une correction. Et ça s'arrêtait là, et qu'elle était purement due aux investisseurs particuliers, au marché tel qu'il était avant l'approbation de ces ETF aux États-Unis. Mais c'est intéressant de voir qu'ils n'ont pas été plus vendeurs que ça, même pas du tout, suite à cette correction. Bon, là, en tout cas, à l'approche du halving, Yves, ce qu'on a vu, effectivement, la seule baisse réelle qu'on ait vue, c'est notamment sur les actions en bourse des sociétés de mining. Là, on voit qu'il y a des investisseurs qui étaient inquiets dans les jours qui ont précédé le halving parce qu'ils avaient peur que disons qu'ils avaient anticipé une baisse. Ils avaient anticipé une baisse et la baisse, elle n'a pas eu lieu de manière si forte que prévu. Donc on savait quelque part que leur chiffre d'affaires en volume de Bitcoin allait baisser. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui est intégré, c'est que quand même, dans quelques mois, on peut espérer une hausse de Bitcoin, ce qui fait que la situation des mineurs n'est pas si catastrophique que ça. Bon, et pour finir là-dessus, pour vous, Yves, qu'est-ce qu'il y a à surveiller? Qu'est-ce qui, dans les prochaines semaines, fondamentalement parlant, pourrait alimenter une hausse de Bitcoin et donc par la suite du marché crypto dans son ensemble? On va se retrouver dans une configuration à peu près normale de marché. La configuration anormale, c'était quoi? C'était l'introduction des ETF, c'était le halving. Quel est le prochain gros événement qu'on va avoir? Les élections américaines. C'est les élections. Et d'ailleurs, on se demandait hier dans cette émission, Satoshi Nakamoto a décidé de mettre le halving tous les 4 ans. À chaque fois, ça tombe sur les élections américaines. Alors, est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est fait exprès? On ne sait pas. Satoshi, il a été très motivé par la crise de 2008. C'est plutôt ça, à mon avis, qui a organisé son calendrier. Donc, pour vous, c'est plutôt un hasard? De votre avis, en tout cas, on ne sait pas. Il y a effectivement la période est la même, la fréquence est la même. Est-ce qu'il s'est arrangé pour que ce soit en début d'élection? On pourra toujours trouver des corrélations dans tous les cas. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est amusant que ce soit tous les 4 ans, parce que ça aurait pu, il y a certains protocoles où c'est très très progressif, et là c'est quand même assez violent tous les 4 ans, une diminution par 2. Voilà. La période est la même, effectivement. Je ne sais pas quelles sont ses intentions de ce point de vue-là. Donc le prochain gros événement, c'est effectivement l'élection américaine et les élections générales. Et en fait, c'est ça qui, à mon avis, est le véritable moteur de la hausse du Bitcoin. En fait, le Bitcoin ne monte pas tellement. C'est plutôt les monnaies qui sont destinées à s'effondrer. Elles sont destinées à s'effondrer. Pourquoi?
Parce qu'en fait, le plus gros déséquilibre de la planète, c'est le déséquilibre entre les recettes publiques et les dépenses publiques. Il y a un énorme déséquilibre entre les recettes et les dépenses publiques. Et ça ne peut mener que 3 types de mouvements. Soit on va massivement augmenter les impôts, on sait très bien que ça ne se produira pas. Soit on va massivement diminuer les dépenses, ça ne se produira pas. Et donc, quelque part, on est obligé d'imprimer de la monnaie, on aura de l'inflation. Bon, et puis là, ce qui est un peu paradoxal cette année, c'est que si la Fed baisse ses taux cette année, ça veut dire que plus d'argent il y aura plus de dollars sur le marché, mais moins de Bitcoin. Donc voilà, c'est inversement proportionnel. Ouais. Et peut-être qu'effectivement, ce sera en faveur du cours du Bitcoin. Lilian, on fait le point sur 2 actus aujourd'hui. Allez, je vais commencer par quelque chose de positif. Il sera bientôt possible d'envoyer le premier stablecoin au monde, donc l'USDT, via la messagerie instantanée Telegram. Et pourquoi c'est une petite révolution ? C'est une actualité qui est assez intéressante, qui a été annoncée d'ailleurs à l'occasion de l'événement Token 2049 à Dubaï. On avait la chance d'y être avec Cryptost, un très très gros événement, l'un des plus gros de toute manière dans le monde sur le sujet des cryptos. Et comme souvent, on profite de ce genre de conférence pour annoncer des grosses nouveautés pour les projets. Et donc c'est Paolo Ardoino qui est le directeur général de l'entreprise Tether qui émet justement ce stablecoin USDT et qui a annoncé donc cette collaboration avec Telegram. L'idée c'est que désormais, en tant qu'utilisateur de cette messagerie instantanée, vous pourrez facilement envoyer des USDT, donc des stablecoins adossés au dollar, directement à des amis qui utilisent aussi cette messagerie. Comment ça se passe ? Concrètement, ce qu'il faut savoir, c'est que Telegram s'est lancé dans le monde de la blockchain il y a un petit moment déjà. Ça fait partie des premiers réseaux sociaux à s'être lancés là-dedans. Sauf que, malheureusement pour eux, en 2020, ils avaient été retoqués par la SEC aux États-Unis, qui les avait forcés à abandonner ce projet. Donc, ils avaient développé une blockchain qui s'appelle The Open Network, TON, qui a d'ailleurs une crypto associée, donc le Toncoin, qui existe. Et en 2020, donc, Telegram avait dû rendre open source le code et léguer finalement cette blockchain à la communauté. Elle continue d'exister, elle continue d'être développée par la fondation, mais Telegram n'y est plus pour rien, mais évidemment, la messagerie Telegram repose quand même nativement encore sur cette blockchain. Donc grâce à ça, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ce stablecoin USDT va être déployé sur cette blockchain. Et en réalité, quand vous avez un compte sur Telegram, vous avez aussi la possibilité de l'associer à une adresse sur un portefeuille numérique qui repose sur cette blockchain. Et donc, concrètement, quand je vais vous envoyer 10 USDT sur par message sur Telegram, vous le recevrez sur votre portefeuille numérique. Bon, donc là c'est intéressant parce que je crois que Telegram a plus de 900 millions d'utilisateurs dans le monde, donc ça fait quand même du monde. Et puis là maintenant, sur une messagerie instantanée, on ne parle pas d'une plateforme d'investissement, on pourra échanger autre chose que de l'information, c'est-à-dire de la valeur. Et ça veut dire, Lilian, que des gens même qui ne sont pas dans les cryptos entre guillemets aujourd'hui, sans même savoir ce que c'est que de l'USDT, ils pourront se dire tiens, je vous envoie de la valeur. Ça peut être un peu comme Lydia par exemple. En France, c'est un peu le même principe. Alors je préciserai que c'est comme aussi in fine l'ambition de Bitcoin de s'envoyer de la valeur comme ça. Non, évidemment, mais là on parle d'un truc très mainstream entre guillemets. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ils auraient pu très bien intégrer le Lightning Network et Bitcoin. C'est quand même fait pour ça. Bon, là évidemment Tether est une entreprise américaine. L'ambition pour eux c'est de générer des volumes. Bon, ils ont choisi le stablecoin, très bien. Ça parle aussi un peu plus aux gens d'avoir une monnaie adossée au dollar. Mais oui, l'idée c'est que en effet, ces 900 millions d'utilisateurs pourront s'échanger des crypto-monnaies sans forcément le savoir. Ça, c'est quand même encore à prouver parce que il faut quand même avoir un portefeuille numérique. Et jusqu'ici, on n'a pas plus d'informations sur la manière avec laquelle Telegram va ouvrir ça. Est-ce que ça va être avec ces fameuses account abstraction, c'est-à-dire la possibilité d'enlever toutes ces barrières techniques et dire que vous pouvez connecter votre compte Gmail par exemple ou autre avec votre portefeuille sans avoir besoin de gérer ce portefeuille. Il y a toutes ces questions-là quand même. Ces 900 millions d'utilisateurs, certes, ils vont pouvoir le faire, mais est-ce qu'ils vont le faire ? Est-ce que demain, ils vont avoir l'ambition d'aller créer un portefeuille numérique ? Ça va être là toute la question. Mais oui, en effet, il y a aussi cette course, on l'a remarqué aux réseaux sociaux, à intégrer les micro-paiements en crypto-monnaie pour plein de raisons, ou aux solutions de paiement comme PayPal, alors pas Lydia, mais comme PayPal, à s'ouvrir justement aux crypto-monnaies. Bon, voilà, l'idée de Telegram, c'est, je pense, d'avoir un mix entre un réseau social et un Lydia, comme on peut avoir en France. Yves, vous auriez préféré que ce soit du Bitcoin ? Non, aujourd'hui, vous savez, le Bitcoin, c'est vraiment un projet de monnaie, ce n'est pas une monnaie.
Ce que fait Tether, c'est simplement un média pour véhiculer quelque chose qui est aujourd'hui une monnaie. Mais on transférerait quand même de la valeur via un média qui est Telegram. Ça arrivera. Ça arrivera un jour qu'on puisse transférer. On peut le faire aujourd'hui. On peut le faire. Par du wrap Bitcoin. On peut transférer du Bitcoin emballé par l'intermédiaire d'autres blockchains. Le Bitcoin lui-même, ça arrivera plus tard. Ça, je crois que alors je m'avance un petit peu parce que je n'ai pas énormément suivi ça, mais je sais que dans certains endroits en Afrique, on a déjà développé ce genre de solution. Avec un téléphone portable, on peut s'envoyer directement des bitcoins. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le détail puisque j'ai pas plus d'informations, mais ça existe déjà d'une certaine manière. C'est pour ça que je le précise au début. Bon, en tout cas, adoption toujours croissante. Lilian, moins bonne nouvelle, c'est un casino décentralisé qui aurait ou qui serait en train de dérober 35 millions de dollars à ses utilisateurs. Déjà, petit rappel, c'est quoi un casino décentralisé là, pour les gens qui nous rejoignent? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est assez simple. En réalité, c'est un casino en ligne qui repose sur la blockchain. C'est-à-dire que les dépôts, les retraits, tous les échanges, toutes les opérations qui sont réalisées sur ce casino en ligne, elles sont faites par le biais de crypto-monnaies qui reposent sur une blockchain. C'est aussi simple que ça. Les services qui sont proposés, ce sont des services de casino en ligne assez traditionnels. Voilà. Ce casino, il s'appelle Z-Casino. Il a été lancé il y a quelques temps déjà. Et donc justement, il se retrouve un petit peu dans la tourmente aujourd'hui parce que il serait accusé d'avoir détourné les fonds des utilisateurs, plus de 35 millions de dollars. Bon, ce que je trouve intéressant avec cette actualité, ça arrive quand même assez souvent. Donc on va pouvoir dire pour certains 35 millions de dollars, c'est pas non plus énorme vis-à-vis de ce qui peut arriver dans cet écosystème des cryptos, mais je trouve que c'est un symbole quand même du fait que cet aspect de décentralisation, d'anonymat des cryptos, il y a aussi un revers de la médaille et il y a une certaine impunité pour certains porteurs de projets dans cet écosystème qui les pousse à malheureusement prendre des mauvaises directions. Mais donc, pour revenir sur ce qui s'est passé, donc Z-Casino, c'est un casino en ligne. Ils reposent sur une certaine blockchain et ils ont annoncé la volonté de créer leur propre blockchain, ce qui est jusqu'ici tout à fait logique. Ils ont la main sur les frais, etc. C'est beaucoup plus avantageux pour eux. Et donc, ils annoncent cette Z-Casino Chain, d'accord, qui était censée être un mix entre ZK-Sync, une blockchain de layer 2 d'Ethereum, et Eigenlayer. Alors, on va pas rentrer dans le détail, mais voilà, c'était à peu près. Là, il y a des utilisateurs qui arrivent et qui jouent au casino en ligne comme si c'était un casino physique. C'est ça l'idée vous connaissez les casinos en ligne, ça existe déjà en dehors du monde de la blockchain. Vraiment, si on revient sur cette définition-là, c'est simplement un casino en ligne où vous échangez des cryptos et pas des monnaies fiat. Ça s'arrête là. Et qu'il il n'y a rien de. Voilà. Si ce n'est avoir un portefeuille numérique et non pas un compte en banque associé, il n'y a rien de plus que ça. Et d'ailleurs, c'est pas un casino décentralisé. Pas du tout. C'est comme FTX. Exactement. C'est pas un échange décentralisé. Tout à fait. C'est ça, c'est pour ça que c'est justement le problème d'ailleurs, je crois. C'est pour ça que je reprenais pas le terme de casino décentralisé. C'est qu'en fait, il y a absolument rien de décentralisé. Et cette histoire va nous le montrer, c'est que un casino en ligne dans lequel on joue avec de la crypto. Exactement, un casino en ligne reposant sur la technologie de la blockchain. Et donc, pour revenir sur ce qui s'est passé, ils annoncent cette migration vers leur propre blockchain. Jusqu'ici, rien d'anormal. La réalité, c'est que quand on creuse un petit peu, on se rend compte que cette blockchain, c'est pas du tout un mix technologique entre les deux autres. C'est en fait simplement un fork d'un outil qui s'appelle Arbitrum Nitro qui vous permet à nous tous en 2-3 clics de lancer notre propre blockchain si on le veut. Donc déjà, on est beaucoup en deçà de ce qui était prévu initialement. Donc on se dit, la première, c'est peut-être plus n'importe qui aurait fait ça que... Voilà, première promesse déjà qui n'est pas tenue. Ensuite, ce que le projet a annoncé, c'est évidemment, quand on lance sa propre blockchain, on a un token associé, le Zcash, qui serait un token de gouvernance, on connaît, et pour payer les frais sur la plateforme et les frais de réseau sur la blockchain. Et donc, ils ont offert la possibilité aux utilisateurs, en donnant une adresse publique, de dire vous envoyez des fonds dessus, d'accord ? On va vous rendre vos fonds, il n'y a pas de souci, mais en fonction de ce que vous envoyez, vous aurez une allocation en token Zcash. Donc, les utilisateurs ont envoyé de l'argent, ils ont levé 35 millions de dollars, et à partir de là, cette promesse de leur renvoyer les fonds, qu'est-ce qu'on remarque si on regarde un petit peu les activités on-chain, c'est qu'elles risquent de ne pas être tenues parce qu'ils ont pris ces fonds et ils les ont déposés sur Lido Finance, qui est un protocole qui permet de générer du rendement avec du staking. Et c'est là où, comme le disait Yves très correctement, il n'y a pas de décentralisation là. On parle d'une équipe centralisée. Finalement, c'est un peu une FTX, c'est-à-dire que là, on prend les fonds des utilisateurs pour les placer ailleurs. Et... Exactement, sauf qu'on fait ça on-chain, sachant que globalement, dans la blockchain, on peut voir tout ce qui se passe. Et donc, il y a ça, et puis la communication du projet qui explique que vous ne récupérez pas vos Ethers, vous récupérez simplement des tokens
associé avec une valeur, on vous fait un prix par rapport aux autres. Mais encore faut-il qu'il vaille quelque chose. Encore faut-il qu'il vaille quelque chose, mais surtout c'est ce qu'on appelle une ICO déguisée. Pour les utilisateurs, on est censé récupérer ces Ethers, donc une monnaie qui est relativement stable globalement et sécurisée, et gagner un airdrop de tokens. Là, en fait, on a investi dans un projet sans le savoir, et surtout on va récupérer quelque chose qui va avoir, comme vous le dites, très bon. Potentiellement pas énormément de valeur. Compris sur la marchandise, on arrive à la fin du temps, qu'est-ce qu'il faut? Ils vont recevoir leur mise, on sait pas. Pour l'instant, on en sait rien. La communication vraiment de la plateforme est catastrophique. Ils se moquent un petit peu des utilisateurs. En fait, ce qu'il faut retenir de ça, si je devais en toucher 2 mots, c'est voilà, il y a vraiment une problématique aujourd'hui aussi dans la manière avec laquelle ces investisseurs se sont positionnés. Je veux dire, quand on est investisseur, on ne peut pas non plus faire confiance à tort et à travers sous couvert de décentralisation. Attention à ça, à ne pas mettre vos billes non plus dans des projets qui ne tiennent pas la route. Faites vos propres recherches, c'est extrêmement important. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Lilian Lega, journaliste chez Cryptos, et Yves Chouefati, président fondateur de Toba. Merci de nous avoir suivis. Salut, à demain, 15h. BFM Business, BFM Crypto, le club.